Mon mari m'a envoyé un message, ne rentre pas ce soir, ma famille reste dormir et nous avons besoin d'intimité. J'étais enceinte de 9 mois et je n'avais nulle part où aller. Le message est arrivé à 16h47, un mardi après-midi. Je venais tout juste de finir d'organiser la chambre du bébé pour ce qui me semblait être la 100e fois, mon instinct de nidification battant son plein malgré mes chevilles enflées et mon dos douloureux. Mon téléphone a vibré contre la table à langer, et je l'ai saisi avec un sourire, m'attendant à ce que Tyler me dise qu'il passait prendre le dîner en rentrant. Ne rentre pas ce soir. Ma famille reste dormir et nous avons besoin d'intimité. J'ai relu ces mots 3 fois avant d'en saisir réellement le sens. Ma main s'est portée instinctivement vers mon ventre énorme, là où notre fille n'avait cessé de donner des coups tout l'après-midi. J'étais enceinte de 9 mois, sur le point d'accoucher d'un jour à l'autre, et mon mari me disait de ne pas rentrer chez moi, dans ma propre maison. Je l'ai appelé immédiatement. Le téléphone a sonné 4 fois avant qu'il ne décroche, et j'ai pu entendre la voix de sa mère en arrière-plan, ce rire perçant et familier qui m'agaçait depuis le jour de notre rencontre. « Tyler, qu'est-ce qui se passe ? Je suis déjà là. Qu'est-ce que tu veux dire par « je ne peux pas être là » ? Exactement ce que j'ai dit, Jessica. Sa voix était froide, distante, rien à voir avec l'homme qui m'avait embrassé pour me dire au revoir ce matin-là. Mes parents et ma sœur sont arrivés de l'Ohio. Ils ont besoin d'un endroit où rester quelques jours et, franchement, nous avons besoin d'un peu d'espace sans que tu nous tournes autour. Tourner autour ? J'habite ici. Je suis sur le point d'avoir notre bébé d'une seconde à l'autre, et tu veux que je parte, comme ça ? Ma voix s'est brisée, la peur s'infiltrant dans ma poitrine aux côtés de la confusion. Tu t'en sortiras. Va chez tes parents ou prends un hôtel. Je me fiche de savoir où tu vas. Fais-toi juste discrète pendant un moment. La ligne a été coupée avant que je puisse répondre. Je suis resté là, planté dans la chambre de bébé peinte en jaune, entouré du berceau que nous avions monté ensemble, du fauteuil à bascule que ma grand-mère nous avait offert, et des minuscules vêtements que j'avais lavés et pliés avec tant d'excitation. Rien de tout cela n'avait de sens. Tyler agissait bizarrement depuis 2 mois, plus renfermé et irritable, mais j'avais mis ça sur le compte du stress de devenir père. Sa mère, Patricia, ne m'avait jamais apprécié en 3 ans de mariage, mais je n'aurais jamais imaginé que cela en arriverait là. Mes parents étaient en croisière pour fêter leur 40e anniversaire de mariage. Ils ne seraient pas de retour avant une semaine. Je n'avais ni frère ni sœur, et mes amis les plus proches avaient déménagé dans un autre état. La réalité de mon isolement m'a frappé comme un coup physique. C'est à ce moment-là que la première contraction m'a saisi. Cela a commencé par un resserrement au niveau de l'abdomen, inconfortable, mais pas insupportable. J'avais des contractions de Braxton Hicks depuis des semaines, alors j'ai essayé de rester calme. Mais celle-ci semblait différente, plus profonde, plus insistante. J'ai respiré calmement, comptant lentement jusqu'à ce qu'elle passe. 5 minutes plus tard, une autre est arrivée. J'ai saisi mon téléphone avec des mains tremblantes et j'ai rappelé Tyler. Cette fois, il a répondu à la première sonnerie, la voix empreinte d'agacement. « Quoi encore, Jessica ? Je crois que le travail a commencé. Les contractions sont de plus en plus rapprochées. » J'essayais de garder une voix stable, mais la panique s'installait. « J'ai besoin que tu rentres. Nous devons aller à l'hôpital. » Il y a eu un long silence. En arrière-plan, j'ai entendu Patricia dire quelque chose que je n'ai pas pu distinguer, suivi du rire d'Amber, la sœur de Tyler. Les mots suivants de mon mari m'ont fait l'effet d'une douche glacée. « Débrouille-toi toute seule. Ma famille est plus importante que tes drames en ce moment. De toute façon, tu exagères toujours tout. C'est probablement une fausse alerte. Tyler, s'il te plaît. » J'ai dit, « Débrouille-toi. Arrête de m'appeler. » Il a raccroché à nouveau. Une autre contraction m'a saisi, celle-ci assez forte pour me couper le souffle et m'obliger à m'appuyer contre le cadre de la porte. 7 minutes depuis la dernière. C'était le vrai travail, et j'étais complètement seul. J'ai réussi à attraper le sac d'hôpital que j'avais préparé 3 semaines plus tôt, les mains tremblantes alors que je vérifiais si j'avais ma carte d'assurance, mon chargeur de téléphone et la tenue de sortie que j'avais choisie pour notre fille. Notre fille, qui allait naître sans la présence de son père, car sa mère passait apparemment avant son propre enfant. Le trajet jusqu'à l'hôpital Saint-Marie a été les 20 minutes les plus longues de ma vie. Les contractions survenaient toutes les 5 à 6 minutes, chacune m'obligeant à me garer sur le côté et à serrer le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent.
D'autres conducteurs klaxonnaient alors que je restais bloqué au feu vert, essayant de respirer à travers les vagues de douleur. J'avais envie de leur hurler que j'étais en train d'accoucher, que mon mari m'avait abandonné, et que rien de tout cela n'était censé se passer ainsi. J'ai appelé Tyler une dernière fois en entrant sur le parking de l'hôpital. Ma voix tremblait en laissant un message vocal. Je suis à Saint-Marie. Je vais avoir notre bébé. S'il te reste un peu de décence, tu viendras. Il n'est jamais venu. Les infirmières ont été gentilles, leur compassion était palpable quand je me suis enregistré seul, le visage baigné de larmes et le corps tremblant de douleur et de choc. Une jeune infirmière nommée Rachel est restée avec moi pendant les moments les plus durs, me tenant la main pendant les contractions alors que je n'avais personne d'autre. Elle n'a pas demandé où était mon mari après la première fois où j'ai dit qu'il ne viendrait pas, mais j'ai vu la colère briller dans ses yeux. Le travail a duré 14 heures. 14 heures de douleur indescriptible, à pousser, à pleurer et à supplier pour que ça se termine. Tout au long de l'épreuve, je continuais de jeter un coup d'œil à la porte, une partie stupide de moi espérant encore que Tyler la franchirait, s'excusant et expliquant que tout cela n'avait été qu'un terrible malentendu. Il n'est jamais venu. Ma fille, Violet Rosemary Anderson, est venue au monde à 8h23 le mercredi matin, pesant 3,3 kg. Elle avait une tête pleine de cheveux noirs et le nez de son père. Quand le médecin l'a posée sur ma poitrine, j'ai craqué complètement, sanglotant de joie et de chagrin à parts égales. Elle était parfaite, absolument parfaite, et Tyler avait tout raté. Personne ne nous a rendu visite à l'hôpital. J'ai envoyé une photo de Violet à Tyler avec un message, « Ta fille est née ce matin. Elle est belle et en bonne santé. » Il l'allumait n'a jamais répondu. Sa mère n'a pas appelé. Sa sœur n'a pas donné signe de vie. C'était comme si ma famille et moi avions simplement cessé d'exister pour eux. Rachel est passée nous voir fréquemment au cours des 2 jours suivants, m'apportant des oreillers supplémentaires et me donnant en douce de la meilleure nourriture venant de la cuisine du personnel. Elle m'a appris à allaiter, à emmailloter, à changer une couche alors que mon corps me faisait encore souffrir de l'accouchement. Elle a été plus solidaire que mon propre mari ne l'avait été depuis des mois. Le vendredi matin, l'hôpital nous a laissé sortir. Rachel m'a aidé à installer le siège auto de Violet dans mon véhicule, l'air soucieux. « Avez-vous un endroit sur où aller ?» demanda-t-elle doucement. « Parce que si vous avez besoin de ressources, de services d'aide aux victimes. »« Je rentre chez moi », lui dis-je, même si le mot « chez moi » sonnait creux à présent. « Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. » Le trajet du retour m'a semblé irréel. Je ne cessais de vérifier le rétroviseur pour regarder Violet dormir paisiblement dans son siège, ce petit être humain qui dépendait entièrement de moi. Mon corps me faisait mal partout, mes points de suture tiraillaient désagréablement, et l'épuisement donnait à tout cela l'apparence d'un rêve. Je suis entré dans notre allée à 11h30. Le camion de Tyler n'était pas là, mais le SUV argenté de Patricia était garé à ma place habituelle. La colère a flambé dans ma poitrine alors que je sortais délicatement le porte-bébé de la voiture. Quoi qu'il se passe, quoi que Tyler pense faire, nous devions régler ça tout de suite. La porte d'entrée était déverrouillée. Je l'ai poussée, criant « Tyler, il faut qu'on parle d'eux. » Les mots sont morts dans ma gorge. Le salon était vide. Complètement, totalement vide. Le canapé où j'avais passé d'innombrables soirées à regarder la télévision avait disparu. La table basse que ma mère avait restaurée pour nous comme cadeau de mariage s'était volatilisée. La bibliothèque qui contenait ma collection de premières éditions et mes photos de famille n'existait plus. J'ai traversé la maison dans un état second, le porte-bébé de Violet pendant au bout de ma main engourdie. La table de la salle à manger et les chaises avaient disparu. Les meubles de notre chambre, y compris la commode antique que ma grand-mère m'avait laissée dans son testament, étaient introuvables. La chambre de bébé que j'avais préparée avec tant de soin était nue, à l'exception des marques sur la moquette là où se trouvait le berceau. Chaque pièce racontait la même histoire. Des années de possessions accumulées, de souvenirs, de morceaux de ma vie, tout avait disparu. Les albums photos de mon enfance, la boîte à bijoux de ma grand-mère, la collection de montres de mon défunt père, mon ordinateur portable avec tous mes fichiers de travail. Même les appareils électroménagers et la vaisselle avaient été emportés. Au centre du sol du salon vide, une simple feuille de papier reposait face visible. J'ai posé Violet avec précaution et j'ai ramassé la feuille avec des mains tremblantes. Le mot était écrit de l'écriture distinctive de Patricia, faite d'angles aigus et de boucles démesurées. Considère ceci comme ton expulsion. Nous avons vendu tout ce que tu possédais.
La maison est au nom de Tyler, et tu n'as jamais été désiré ici de toute façon. Ne t'embête pas à essayer de nous contacter. Toi et ce bébé êtes seuls maintenant. Je me suis effondré sur le sol, le papier s'échappant de mes mains. Violet a commencé à pleurer, ses petits cris résonnant dans la maison vide. Je l'ai sorti de son siège et l'ai tenu contre ma poitrine, me balançant d'avant en arrière alors que mon esprit luttait pour assimiler ce qui venait de se passer. Il m'avait volé pendant que j'étais à l'hôpital en train de donner naissance à l'enfant de Tyler. Sa famille avait systématiquement vidé ma maison de tout ce que je possédais. Des années d'effets personnels, des héritages familiaux irremplaçables, tout avait disparu, vendu, détruit ou simplement pris, je ne savais pas. Mes mains tremblaient alors que je sortais mon téléphone pour composer le 911. Le répartiteur a répondu à la deuxième sonnerie, et je me suis forcé à parler clairement malgré mes larmes. Je dois signaler un cambriolage. Ma maison a été complètement vidée pendant que j'étais à l'hôpital pour accoucher. Tout a disparu. 2 officiers sont arrivés en moins de 15 minutes. L'officier Bradley Simmons était âgé, peut-être dans la cinquantaine, avec des yeux gentils qui me rappelaient mon père. Sa partenaire, l'officier Angela Martinez, était plus jeune et prenait des notes efficacement pendant que j'expliquais la situation. Ils avaient tous deux l'air de plus en plus sombres à mesure que je leur montrais les pièces vides. « Et votre mari a organisé ça ?» demanda prudemment l'officier Simmons. Je ne sais pas ce qu'il a organisé, mais sa mère a laissé ce mot. Je lui ai tendu le papier, regardant sa mâchoire se crisper pendant qu'il le lisait. « Madame, c'est plus qu'un simple cambriolage. Cela ressemble à une machination organisée impliquant plusieurs parties. » L'officier Martinez a photographié le mot avec son téléphone. « Nous allons avoir besoin de déclarations détaillées de votre part, et nous allons faire venir des inspecteurs. » Au cours des 3 heures suivantes, assise sur le sol de ma maison vide avec Violet dans les bras, je leur ai tout raconté, le message étrange, le rejet froid de Tyler pendant mon travail, l'absence totale de contact de sa part ou de celle de sa famille. Les officiers ont pris des photos de chaque pièce, documenté la note, et appelé leur sergent. Le sergent Crawford est arrivé avec 2 inspecteurs, Linda Foster et James Brennan. L'inspectrice Foster s'est assise à côté de moi sur le sol, son expression compatissante mais professionnelle. « Madame Anderson, je sais que c'est accablant, mais j'ai besoin que vous me fassiez l'inventaire de vos biens. Qu'est-ce qui a été pris? Qu'est-ce qui était à vous par rapport à ce qui était possédé conjointement? Tout ce qui pourrait nous aider à monter un dossier. » J'ai commencé à énumérer les objets, ma voix mécanique. Les bijoux de ma grand-mère, la collection de montres de mon père, mon ordinateur portable, les meubles que nous avions achetés ensemble, les articles de puériculture que j'avais achetés moi-même. La liste n'en finissait pas. L'inspecteur Brennan tapait tout sur sa tablette, demandant parfois des éclaircissements. Les meubles de la chambre principale, la commode antique, pouvez-vous fournir des documents prouvant qu'elle vous appartenait spécifiquement, demanda l'inspectrice Foster. C'était à ma grand-mère. Elle me l'a laissé dans son testament il y a 5 ans. Je devrais avoir une copie du testament dans mes emails. Bien. Nous en aurons besoin. Et pour la maison elle-même? Vous avez mentionné qu'elle est au nom de votre mari. Mon cœur s'est serré. Nous l'avons achetée ensemble, mais il a insisté pour qu'elle soit à son nom car son score de crédit était meilleur. J'ai payé la moitié de la compte, cependant. J'ai les relevés bancaires. L'inspectrice Foster et l'inspecteur Brennan ont échangé un regard qui m'a noué l'estomac. Madame Anderson, dit doucement l'inspecteur Brennan, je vais être franc avec vous. Si la maison est uniquement au nom de votre mari, vous en retirer légalement devient compliqué. Cependant, le vol de vos biens personnels est une activité criminelle claire et nette. Le mot que votre belle-mère a laissé est essentiellement des aveux. Qu'est-ce qui se passe maintenant, ai-je demandé, épuisé au-delà des mots. Maintenant, nous trouvons votre mari et sa famille et nous avons une conversation très sérieuse avec eux, a déclaré le sergent Crawford, la voix dure. Ce n'est pas juste un vol. Compte tenu du timing et des circonstances, cela ressemble à un effort coordonné pour exploiter votre position de vulnérabilité. Ils m'ont demandé de rester dans la maison pendant qu'ils commençaient leur enquête. L'officier Martinez m'a apporté une chaise pliante de sa voiture de patrouille et une bouteille d'eau. Je suis resté assise là à nourrir Violet, l'esprit engourdi par le choc, le chagrin, et une colère grandissante et brûlante. Tyler a finalement répondu à son téléphone quand l'inspectrice Foster l'a appelé depuis mon appareil. J'ai entendu sa voix, lointaine et métallique à travers le haut-parleur. Quoi?
Monsieur Anderson, c'est l'inspectrice Linda Foster du département de police. J'ai besoin que vous retourniez à votre résidence immédiatement. Nous avons des questions concernant le retrait de biens de votre domicile. Il y a eu un long silence. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Monsieur, votre femme est rentrée de l'hôpital aujourd'hui pour trouver la maison complètement vide et une note de votre mère revendiquant la responsabilité. Je vous suggère de rentrer maintenant, ou nous lancerons un mandat d'arrêt contre vous pour vol. Un autre silence, puis, j'arrive. Il est arrivé 40 minutes plus tard avec ses parents et sa sœur à sa suite. Au moment où Patricia est sortie de son SUV et a vu les voitures de police, son visage a blêmi. Le père de Tyler, Roger, avait l'air confus. L'expression d'Amber était de la pure panique. Tyler s'est dirigé vers la maison, son visage un masque que je reconnaissais à peine. « Jessica, qu'est-ce que... » »« Ne faites pas ça. » L'inspecteur Brennan s'est interposé entre nous. « Monsieur Anderson, j'ai besoin que vous et votre famille entriez et expliquiez pourquoi cette maison a été vidée et pourquoi votre mère a laissé une note prétendant avoir vendu les possessions de votre femme. » « C'est ridicule, » bafouilla Patricia. « Tyler nous a dit que nous pouvions prendre ce que nous voulions. La maison est sa propriété. » « Les effets personnels de Madame Anderson ne sont pas sa propriété, » dit froidement l'inspectrice Foster. Les bijoux hérités de sa grand-mère, la collection de montres de son père, son ordinateur portable et son matériel de travail. Aucune de ces choses n'appartient à votre fils. J'ai observé attentivement le visage de Tyler. Il refusait de croiser mon regard. Sa mère, en revanche, avait beaucoup à dire. Elle n'a été qu'un fardeau pour mon fils. Toujours à se plaindre, toujours en demande, à le piéger avec ce bébé. On lui a rendu service en débarrassant ses cochonneries pour qu'il puisse prendre un nouveau départ. « Maman, arrête de parler, » dit doucement Tyler. Mais Patricia était lancée. Nous avons déjà vendu la plupart des choses. On a tiré un bon prix de ces meubles antiques, d'ailleurs. Tyler mérite mieux qu'une bonne femme collante qui. Ça suffit. La voix du sergent Crawford coupa sa tirade. Madame Patricia Anderson, vous êtes en état d'arrestation pour vol qualifié et association de malfaiteurs en vue de commettre un vol. Vous avez le droit de garder. Vous ne pouvez pas m'arrêter. J'essaie d'aider mon fils. Mais les officiers pouvaient l'arrêter, et ils l'ont fait. Roger restait figé, sous le choc, alors que sa femme était menottée. Amber a commencé à pleurer, insistant sur le fait qu'elle n'avait fait qu'aider à déplacer quelques cartons et qu'elle ne savait pas que c'était illégal. Tyler m'a enfin regardé, et ce que j'ai vu dans ses yeux n'était ni remords, ni amour, ni même une décence humaine élémentaire. C'était du ressentiment. « C'est de ta faute, dit-il d'un ton neutre. Il fallait toujours que tu ramènes tout à toi. Ma famille essayait juste de m'aider à avoir un peu d'espace. » « De l'espace par rapport à ta fille nouveau-née ? » Ma voix était stable maintenant, le choc laissant place à une clarté cristalline. « De l'espace par rapport à ta femme pendant qu'elle était en train d'accoucher ? Quel genre de père cela fait-il de toi ? » Il n'avait pas de réponse. Ou plutôt, son silence était une réponse suffisante. L'enquête a avancé rapidement une fois commencée. L'inspectrice Foster était implacable, traquant les prêteurs sur gage et les magasins d'occasion où Patricia et Amber avaient vendu mes affaires. La commode de ma grand-mère était partie pour $300 chez un antiquaire. Ces bijoux, valant des milliers de dollars, avaient été vendus au détail. La collection de montres de mon père avait rapporté encore moins parce que Patricia ne savait pas ce qu'elle avait entre les mains. Mais les inspecteurs ont retrouvé la plupart des objets. L'antiquaire a été horrifié d'apprendre que la commode était volée et a pleinement coopéré. Le propriétaire du mont-de-piété a fourni des images de sécurité montrant Patricia et Amber apportant des bijoux et d'autres objets sur une période de 2 jours. Amber avait même posté des photos sur les réseaux sociaux d'elle et Patricia en train de faire le « ménage », fournissant une chronologie et la preuve de la préméditation. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la rapidité avec laquelle la communauté s'est ralliée autour de moi. L'inspectrice Foster a mentionné mon cas à un journaliste local, et en quelques jours, mon histoire faisait la une des journaux. Le titre disait « Une nouvelle mère abandonnée pendant l'accouchement rentre chez elle pour trouver tout volé ». L'article incluait la note de Patricia, que la police avait photographiée comme preuve. Mon téléphone a commencé à sonner constamment. D'anciens camarades de classe à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont contacté pour m'offrir des meubles, des fournitures pour bébé, et même de l'argent.
L'église que ma grand-mère avait fréquentée pendant 40 ans a organisé une collecte de dons, rassemblant tout, des berceaux aux appareils de cuisine. Je n'avais jamais été particulièrement religieuse moi-même, mais leur gentillesse m'a ému aux larmes. Une femme nommée Margaret Chen s'est présentée à ma porte 3 jours après la parution de l'article. Elle avait la soixantaine, était élégante et bien habillée, portant une grande boîte. « Je ne pense pas que nous nous soyons déjà rencontrés, dit-elle doucement, mais j'ai lu ce qui vous est arrivé, et je voulais aider. Ma fille a vécu quelque chose de similaire il y a des années. Pas tout à fait aussi extrême, mais son mari l'a quittée quand elle était enceinte, et sa famille lui a rendu la vie misérable. » À l'intérieur de la boîte se trouvaient de magnifiques vêtements de bébé faits main, des couvertures que sa fille avait gardées, et un chèque de 5,000 $. Je ne peux pas accepter ça, ai-je protesté, bien que mes mains tremblent. Cet argent couvrirait 3 mois de loyer. Vous pouvez et vous allez l'accepter, dit fermement Margaret. Ma fille a reconstruit sa vie et maintenant elle réussit et est heureuse. Vous le serez aussi, mais tout le monde a besoin d'aide parfois. Il n'y a aucune honte à l'accepter. J'ai craqué et pleuré sur l'épaule de cette étrangère qui me montrait plus de compassion que mon propre mari ne l'avait fait depuis des mois. Elle est restée 1 heure à tenir Violet pendant que je me reprenais, partageant des histoires sur le rétablissement de sa fille et offrant des conseils dont j'avais désespérément besoin. L'élan de solidarité a continué. Un propriétaire de magasin de meubles local nommé Thomas Bradford a lu l'article et m'a contacté directement. Il avait perdu sa femme d'un cancer 2 ans plus tôt et disait comprendre ce que signifiait affronter la vie soudainement seule. Je fais don d'un ensemble complet pour la chambre à coucher, de meubles de salon, et de tout ce dont vous avez besoin pour votre cuisine, m'a-t-il dit au téléphone. Sans condition. Promettez-moi juste que vous rendrez l'appareil un jour, quand vous serez retombé sur vos pieds. Je pouvais à peine parler à travers mes larmes. Je le promets. Merci infiniment. Les livraisons ont commencé à arriver ce week-end-là. Thomas a personnellement supervisé l'installation, amenant 2 de ses employés pour aider à tout arranger. L'ensemble de chambres était en chêne magnifique, robuste et élégant. Le canapé du salon était rembourré et confortable, parfait pour les tétées nocturnes avec Violet. La table de cuisine pouvait accueillir 6 personnes bien plus grandes que ce dont j'avais besoin mais Thomas a insisté. Vous aurez de la famille à la maison, dit-il. Des amis. Votre fille aura des fêtes d'anniversaire ici. Vous avez besoin d'espace pour la vie que vous allez construire. Ma mère est arrivée le lendemain de la livraison de Thomas. Elle m'a jeté un coup d'œil, m'a vu épuisé et dépassé, et a immédiatement pris les choses en main. Elle avait écourté sa croisière quand je lui ai enfin raconté ce qui s'était passé, furieuse que j'ai essayé de gérer tout cela seule. Jessica Marie Anderson, tu es ma fille et c'est ma petite fille, dit-elle, utilisant mon nom complet comme elle le faisait quand j'étais enfant. On ne traverse pas quelque chose comme ça sans sa mère. J'aurais dû être là depuis le début. Tu étais en croisière avec papa. Je ne voulais pas gâcher ça. Ton père serait rentré à la nage si cela signifiait aider. Nous l'aurions fait tous les 2. Elle posa sa valise et prit Violet, qui commençait à s'agiter. Maintenant, je reste jusqu'à ce que tu sois stable sur tes pieds, et je ne veux entendre aucune objection à ce sujet. Sa présence a tout changé. Elle a géré les appels constants des sympathisants, organisé les dons qui affluaient, et a pris le tour de garde de nuit avec Violet pour que je puisse dormir plus de 2 heures d'affilée. Elle est aussi devenue ma plus féroce défenseur. Quand le père de Tyler, Roger, a appelé pour essayer de s'excuser et de se distancer des actions de Patricia, ma mère a répondu au téléphone. Monsieur Anderson, j'entends bien que vous prétendez avoir ignoré l'activité criminelle de votre femme, dit-elle froidement. Mais votre fils a abandonné ma fille pendant qu'elle accouchait. Il lui a dit que sa famille était plus importante que la naissance de son propre enfant. Que vous ayez été au courant du vol ou non, vous avez élevé un homme capable de cette cruauté. Nous n'avons plus rien à nous dire. Elle a raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Je n'avais jamais autant aimé ma mère qu'à ce moment-là. L'audience préliminaire pour l'affaire criminelle de Patricia a eu lieu 2 semaines après son arrestation. Hélène Pritchard, mon avocate, a insisté pour que j'y assiste afin de faire une déclaration en tant que victime. J'étais terrifié, luttant encore contre l'épuisement postpartum et le traumatisme émotionnel de tout ce qui s'était passé. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi je m'attendais, sobre et institutionnelle. Patricia était assise à la table de la défense avec son avocat, un homme à l'allure vive dans un costume coûteux. Elle m'a foudroyé du regard quand je suis entré,
le visage tordu par le mépris. Tyler était assis dans la galerie derrière elle, refusant de croiser mes yeux. Quand mon tour est venu de parler, je me suis tenu au pupitre avec des notes imprimées, bien que j'en ai à peine eu besoin. Les mots ont jailli. Patricia Anderson m'a volé bien plus que des meubles et des bijoux, ai-je commencé, ma voix plus assurée que je ne me sentais. Elle a volé des morceaux irremplaçables de l'histoire de ma famille. La commode de ma grand-mère, qu'elle m'avait laissée avant de mourir. La collection de montres de mon père, y compris la montre militaire qu'il portait chaque jour de sa vie jusqu'à sa mort il y a 5 ans. Ce n'étaient pas juste des objets. C'étaient des liens avec des personnes que j'ai aimées et perdues. L'avocat de Patricia a commencé à objecter, mais le juge l'a fait taire d'un regard. Mais plus que ça, ai-je continué, elle m'a délibérément ciblé au moment où j'étais le plus vulnérable. Elle a attendu que je sois seul à l'hôpital, en train de donner naissance à ma fille, pour exécuter son plan. Elle savait que je n'avais nulle part où aller et personne pour m'aider. Elle a compté sur cette vulnérabilité. Et quand je suis rentré avec mon bébé nouveau-né, j'ai trouvé un modèle se moquant de moi, me disant que j'avais été expulsé de ma propre maison. Ma voix s'est légèrement brisée. Les premiers jours de la vie de ma fille auraient dû être remplis de joie. Au lieu de cela, ils ont été remplis de rapports de police, de pièces vides et de la certitude que son père a choisi sa mère plutôt que nous. C'est ce que Patricia Anderson a fait. Elle n'a pas seulement volé mes affaires. Elle a volé le début de la vie de ma fille. L'expression du juge était grave. L'avocat de Patricia avait l'air mal à l'aise. Tyler ne me regardait toujours pas. L'audience a abouti au maintien en détention de Patricia sans caution, considérée comme présentant un risque de fuite compte tenu de la gravité des charges et de son manque apparent de remords. Alors que l'huissier l'emmenait, elle s'est tournée et m'a sifflé, « C'est entièrement de ta faute. Tu as monté mon fils contre sa propre famille. » L'ironie était presque drôle. Presque. Après l'audience, plusieurs autres femmes m'ont approché dans le couloir du tribunal. Elles avaient lu mon histoire et voulaient partager leur propre récit de belles familles toxiques, de maris sans soutien, et de la lutte pour protéger leurs enfants de membres de la famille qui les voyaient comme des possessions plutôt que comme des personnes. Une femme, Sarah, avait vécu une situation similaire 10 ans plus tôt. Ça s'arrange, a-t-elle promis. Pas tout de suite et pas facilement, mais un jour tu réaliseras que tu as passé une semaine entière sans penser à lui. Puis un mois. Puis tu regarderas ta fille et tu réaliseras qu'elle est mieux sans ce poison dans sa vie. Une autre femme, Louise, a glissé une carte de visite dans ma main. Je dirige un groupe de soutien pour les mères célibataires gérant des situations de coparentalité difficiles. Nous nous réunissons tous les jeudis soirs. Garde d'enfants assurée. Viens quand tu seras prête. J'ai glissé la carte dans mon sac à main, touché par cette solidarité. Ces femmes ne me connaissaient pas, mais elles reconnaissaient ma lutte parce qu'elles en avaient vécu leur propre version. L'enquête a également révélé la liaison de Tyler. L'inspecteur Brennan l'a découverte presque par accident en examinant les relevés téléphoniques de Tyler pour des preuves liées au vol. Il y avait des centaines de messages entre Tyler et une femme nommée Crystal Morrison, une réceptionniste de son entreprise de construction. Les messages remontaient à 6 mois, bien avant la naissance de Violet. « J'ai pensé que vous devriez savoir », a dit doucement l'inspecteur Brennan quand il me l'a annoncé. « Cela pourrait être pertinent pour votre procédure de divorce. » Je me suis senti engourdi en l'entendant. Une partie de moi n'était même pas surprise. La distance croissante de Tyler pendant ma grossesse, son irritabilité, sa volonté de m'abandonner pendant l'accouchement, tout cela prenait sens maintenant. Il était déjà passé à autre chose émotionnellement. Sa mère lui avait juste donné une excuse pour rendre ça officiel. Hélène a utilisé la liaison dans notre procédure de divorce, peignant le portrait d'un homme qui avait non seulement abandonné sa femme enceinte, mais qui l'avait trompée tout au long de sa grossesse. L'avocat de Tyler a essayé d'argumenter que ce n'était pas pertinent pour le partage des biens. Mais la juge Sullivan n'était pas d'accord. Le schéma comportemental de M. Anderson démontre un mépris total pour ses responsabilités conjugales et le bien-être de sa femme, a-t-elle déclaré fermement lors d'une audience. Cette cour prend cela en considération pour déterminer le partage équitable des biens. Le visage de Tyler est devenu rouge de colère, mais il n'a rien dit. Crystal avait apparemment rompu avec lui une fois que les accusations criminelles sont devenues publiques. Personne ne voulait être associé à l'homme qui avait abandonné sa femme en plein accouchement et aidé sa mère à commettre un vol. Au fil des semaines, j'ai commencé à reconstituer une image plus claire de mon mariage. Avec le recul,
je pouvais voir les signes avant-coureurs que j'avais ignorés ou rationalisés. La façon dont Tyler prenait toujours le parti de sa mère lors des désaccords. Comment il me décourageait de rester proche de ma propre famille, prétendant qu'ils étaient trop exigeants. Les façons subtiles dont il avait sapé ma confiance, suggérant que mon travail n'était pas aussi important que le sien, que mes amis étaient de mauvaise influence, que mes intérêts étaient stupides ou puérils. Je l'avais aimé, ou je pensais l'aimer. Mais en réalité, j'avais aimé la version de lui que je voulais qu'il soit, pas l'homme qu'il était réellement. L'homme capable de dire à sa femme enceinte de 9 mois de ne pas rentrer à la maison. Capable d'ignorer ses appels pendant qu'elle accouche. Capable d'aider sa mère à voler les affaires de son père décédé. Cet homme avait toujours été là. J'avais juste refusé de le voir. Tyler avait envoyé un message à sa mère 3 jours avant le début de mon travail, « Jessica me tape sur les nerfs. Viens m'aider à virer ses affaires pendant qu'elle est distraite avec le bébé. » La police a trouvé les messages sur le téléphone de Patricia lorsqu'ils ont obtenu un mandat. Il y avait plus, aussi. Des conversations entre Tyler et sa mère remontant à des mois, discutant de la façon de se débarrasser de moi, disant que le bébé était probablement un « piège », et que je n'avais jamais assez contribué au mariage malgré mon travail de graphiste rapportant presque autant que son travail dans la construction. Les services de protection de l'enfance se sont impliqués à cause de l'abandon pendant mon accouchement. Une travailleuse sociale nommée Denise Wu est venue m'interviewer à la maison, où j'étais encore assise avec des meubles prêtés par mes voisins qui avaient eu pitié de nous. Elle a écouté mon histoire avec une inquiétude croissante. Madame Anderson, ce que votre mari a fait constitue un abandon et potentiellement une mise en danger. Vous forcer à conduire vous-même à l'hôpital alors que vous étiez en plein travail, refuser de fournir un soutien lors d'une urgence médicale, ce sont des problèmes sérieux. Je veux juste récupérer mes affaires et un peu de stabilité pour ma fille, lui ai-je dit avec lassitude. Je ne veux pas de vengeance. Je veux la justice. Parfois, c'est la même chose, a dit gentiment Denise. Les procédures judiciaires se sont étirées sur les 2 mois suivants. Ma voisine Hélène Pritchard, avocate en droit de la famille à la retraite, a proposé de me représenter bénévolement après avoir entendu mon histoire. Elle était féroce, méthodique et absolument impitoyable dans sa poursuite de Tyler et de sa famille. Patricia a été inculpée de vol aggravé, d'association de malfaiteurs et d'une douzaine d'infractions connexes. Amber a accepté une négociation de peine en échange d'un témoignage contre sa mère, admettant que Patricia avait orchestré tout le stratagème avec la connaissance et les encouragements de Tyler. Roger a demandé le divorce de Patricia, affirmant qu'il n'avait rien su du plan et qu'il était horrifié par les actions de sa femme. Tyler a essayé de plaider l'ignorance, mais les messages textes brossaient un tableau accablant. Il m'avait sciemment abandonné lors d'une urgence médicale et avait participé à un complot pour voler mes biens. Hélène a demandé le divorce en mon nom et a réclamé la garde complète de Violet, des dommages et intérêts, et la moitié de la valeur de notre maison puisque j'avais payé la moitié de la compte. Les procédures judiciaires ont révélé des détails encore plus troublants. Tyler prévoyait de me quitter depuis des mois, fortement influencé par sa mère qui n'avait jamais approuvé notre mariage. Patricia voyait ma grossesse comme la goutte d'eau qui faisait déborder le vase et avait convaincu Tyler que j'essayais de le piéger. Le plan était de me forcer à partir, de m'empêcher de voir Violet en prétendant que j'étais une mère incompétente, et de faire élever le bébé par Patricia elle-même. C'était si tordu, si calculé, que je me sentais malade en entendant tout cela exposé au tribunal. La juge Margaret Sullivan a présidé les audiences avec un dégoût à peine dissimulé. Quand l'avocat de Tyler a essayé de faire valoir que la maison devait rester uniquement au nom de Tyler, elle l'a coupé. Monsieur Anderson a abandonné sa femme alors qu'elle était en plein travail et a participé à un complot criminel pour voler ses biens. Cette cour ne récompensera pas un comportement aussi répréhensible. Madame Anderson a droit à la moitié de la valeur du domicile conjugal et, étant donné le manque de moralité démontré par Monsieur Anderson, je suis encline à lui accorder beaucoup plus. Au final, Tyler a été contraint de vendre la maison et de me donner 70% du produit de la vente. Il a obtenu un droit de visite surveillé avec Violet uniquement, avec la stipulation que Patricia ne devait jamais être présente. Il a également été condamné à payer une pension alimentaire et la moitié de tous les frais médicaux. Patricia a été condamnée à 3 ans de prison pour vol aggravé et association de malfaiteurs. La juge a clairement indiqué que sa peine était sévère spécifiquement parce qu'elle avait ciblé une nouvelle mère vulnérable et volé des héritages familiaux irremplaçables. Amber a reçu 2 ans de mise à l'épreuve et des travaux d'intérêt général. La plupart de mes biens ont été récupérés et rendus, bien que certains aient été endommagés et que quelques articles aient été perdus à jamais.
La montre militaire de mon père, celle qu'il avait portée tous les jours jusqu'à sa mort, avait été vendue à un collectionneur qui a refusé de la rendre malgré l'intervention de la police. Cette perte m'a fait plus mal que tout le reste réuni, mais j'ai survécu. Violet et moi avons trouvé un petit appartement à l'autre bout de la ville, et je me suis jeté dans la reconstruction de nos vies. Ma mère est rentrée de sa croisière, dévastée par ce qu'elle avait raté, et elle a emménagé avec nous pendant les premiers mois pour m'aider avec Violet. Elle n'avait jamais beaucoup aimé Tyler, et cela a justifié son instinct de la pire manière possible. Mon entreprise de design a en fait prospéré après le divorce. La nouvelle de ce qui m'était arrivé s'est répandue, et plusieurs organisations locales de femmes m'ont contacté pour m'offrir du soutien et des relations professionnelles. En un an, j'avais plus de clients que je ne pouvais en gérer et j'ai embauché 2 assistantes pour m'aider à gérer la charge de travail. La vie de Tyler s'est effondrée de manière spectaculaire. Les accusations criminelles et les procédures judiciaires ont détruit sa réputation dans notre petite ville. Son entreprise de construction a perdu des contrats quand la nouvelle de l'abandon de sa femme pendant l'accouchement s'est répandue. Il a déménagé dans un autre état pour échapper au jugement, abandonnant entièrement ses droits de visite surveillés. Violet a 4 ans maintenant, elle est heureuse, en bonne santé et complètement inconsciente du drame entourant sa naissance. Elle connaît son père par le biais d'appels vidéo ordonnés par le tribunal 2 fois par mois, des conversations brèves et gênantes où Tyler pose des questions génériques et où elle lui montre ses dessins. Elle n'a jamais rencontré Patricia, et si j'ai mon mot à dire, elle ne la rencontrera jamais. Je ne me suis jamais remarié, bien que j'ai eu quelques rendez-vous occasionnels. La confiance ne vient plus facilement, et je ne suis pas pressé. Violet et moi avons construit une belle vie ensemble, entourés d'amis qui ont répondu présents quand cela comptait et d'une famille qui n'a jamais failli dans son soutien. Parfois, je repense à ce moment dans la maison vide, assise sur le sol avec ma fille nouveau-née, tout ce que je possédais volé, la trahison de mon mari total. Je pensais que ma vie était finie. Je pensais que je ne me remettrais jamais d'une telle cruauté. Mais j'avais tort. Je m'en suis remise, et je suis revenue plus forte qu'avant. Tyler et sa mère ont essayé de me briser, ont essayé de me laisser sans rien, et au lieu de cela, ils m'ont libéré d'un mariage qui était empoisonné depuis le début. La meilleure vengeance n'a pas été les accusations criminelles, ni l'argent de la maison, ni même la réputation ruinée de Tyler. La meilleure vengeance a été de construire une vie magnifique sans lui, prouvant que son abandon était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Violet demande parfois pourquoi son papa ne vit pas avec nous. Je lui dis la vérité avec des termes adaptés à son âge, que son papa a fait des choix qui signifiaient qu'il ne pouvait pas faire partie de notre famille, mais qu'elle est aimée au-delà de toute mesure par tous ceux qui comptent. Elle semble satisfaite de cette réponse, du moins pour l'instant. J'ai gardé une chose de toute cette épreuve, la note de Patricia. Je l'ai encadrée dans mon bureau à la maison, un rappel du chemin parcouru et de la force que j'ai dû acquérir. Considère ceci comme ton expulsion, dit-elle. Je l'ai considéré. Je l'ai considéré comme l'expulsion de la toxicité de ma vie, le retrait de personnes qui me voyaient comme jetable, l'élimination d'une relation bâtie sur des mensonges. Ils pensaient pouvoir me jeter comme une ordure alors que j'étais au plus bas de ma vulnérabilité. Au lieu de cela, ils ont jeté leur chance de faire partie de la vie de Violet et m'ont donné la motivation de devenir quelqu'un qu'ils ne pourraient plus jamais rabaisser. C'est ça le truc quand on essaie de détruire quelqu'un au plus bas, parfois, on ne fait que le forger pour en faire quelque chose d'incassable.